Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous présenter mon plus gros coup de cœur des 2 dernières années. Il s'agit de Yume Nikki. Pour faire simple, Yume Nikki est un jeu japonais en pixel 2D, énigmatique, horrifique et psychédélique. Ce jeu est sorti le 26 juin 2004, donc oui, ce jeu est assez vieux, il a bientôt 20 ans. Nous devons ce chef-d'œuvre à Kikiyama, qui est un compositeur d'ambiance horrifique japonais. Et c'est bien pour ça que le jeu possède une bande-son incroyable. Yume Nikki est un jeu dans lequel vous incarnerez Mado Tsuki, une petite fille d'environ 8 ans qui a la particularité de voyager dans ses rêves, appelée Dream World dans le jeu. Vous devrez résoudre des énigmes extrêmement complexes dans un monde incohérent, alambiqué et labyrinthique pour voyager dans toutes les salles présentes dans le jeu. Bon, je reste dans la simplicité pour cette introduction, mais dans cette vidéo, je vous embarque dans un des jeux les plus complexes et artistiques de son temps. Nous allons voyager dans la tête de Mado Tsuki pour retracer sa tragique histoire. Le jeu commence avec un bref tutoriel en anglais nous expliquant un peu comment va se dérouler notre partie et comment voyager dans les rêves. Nous n'avons néanmoins pas d'informations concernant les touches et les interactions disponibles. Il faudra s'adapter au jeu puisque celui-ci ne propose pas de menu configuration des touches. Néanmoins, je vais vous expliquer le gameplay du jeu dès maintenant, histoire de pas trop vous perdre. En ce qui concerne les déplacements, le jeu nous oblige à utiliser les flèches directionnelles, ce qui pour moi ne me pose pas trop de problème. En ce qui concerne les interactions, nous pouvons utiliser la touche Entrée, qui nous permettra d'échanger avec les personnages, interagir avec le décor et récupérer les soi-disant effets cachés dans le Dream World, qui sont au nombre de 24. Nous avons également la touche 1 du numpad, qui va nous servir à utiliser les compétences spécialisées des effets. Et nous avons également la touche 9 du numpad, qui nous sert de téléportation rapide entre le Dream World et le Real World. Et enfin, la touche échappe qui nous permet d'accéder au menu où nous pourrons activer les effets en question. Ceux-ci sont très importants pour accéder à certaines salles ou débloquer certaines énigmes. Bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer l'imagination de Mado Tsuki jusque dans ses pires cauchemars. Pour accéder au Dream World, il nous faut tout simplement interagir avec le lit, pour que Mado Tsuki s'endorme et accède à son abondante imagination, qui, croyez-moi, est horriblement tourmentée. Cette interaction nous téléportera dans le Nexus, une sorte de hub du monde des rêves qui classe en cercle un nombre de portes sans ordre précis. Ici, nous pourrons accéder aux 12 pièces principales du jeu, qui cachent chacune 2 sous-salles, qui cachent elles aussi d'autres salles qui renferment plusieurs pour accéder à une autre sous-sous-sous-salle, possédant un seul effet sur les 24. Voilà! Quand je vous dis que c'est un jeu interdit au moins de 130 QI, c'est pas une blague. Et le jeu est assez bien pensé pour nous obliger à nous rendre dans absolument toutes les salles, pour espérer accéder à la fin du jeu. Sachant que dans le tas, il y a des portes pièges qui te mènent dans une salle renfermée où aucune issue ne s'y trouve. Et malheureusement, dans ces cas-là, il faut utiliser la touche 9 du numpad pour se TP au Real World et tout recommencer. Oui, je sais, il n'y a pas d'autre moyen. Et malheureusement, ce n'est pas la seule mécanique tordue que le créateur nous propose pour complexifier son jeu. Par exemple, pour accéder à certaines salles, qui en cachent d'autres bien évidemment, faut tout simplement attaquer des mobs ultra rares pour que eux puissent attaquer et qu'il y ait une chance sur 64 pour qu'ils t'envoient dans une salle non piégée. Ce jeu va me rendre fou. Une autre mécanique qui est encore plus tordue que le jeu nous oblige à endurer consiste simplement à créer une énigme à réussite unique. En gros, le jeu te met en face d'une énigme complexe qui débloque l'accès à une salle rare du jeu. Donc l'enjeu est assez conséquent. Le problème, c'est que si tu rates l'énigme une seule fois, la prochaine fois que tu te casseras la tête à la refaire, tu n'auras pas accès à la salle en question. C'est le prix de jeu. Bon, je vous fais part d'une dernière mécanique tordue, parce que elle est particulièrement intéressante et a une réelle cohérence pour l'histoire du jeu. Mais cette mécanique est assez complexe, donc je vais vous expliquer le fonctionnement des 12 premières salles du jeu. Les salles primaires du Nexus, ou salles originelles, sont des salles presque vides, comportant des éléments propres à son histoire et une architecture donnée. La mécanique primaire de ces salles, c'est que celles-ci ont un pattern bouclé. Par exemple, si vous marchez longtemps dans une même direction, vous retomberez à un moment sur vos pas, car votre personnage a traversé l'une des bordures de la salle et a été redirigé à son opposé. La mécanique que je vais vous présenter se sert justement de ce système spatial des pièces. Parfois, pour trouver certaines pièces cachées, nous devrons rompre cette boucle spatiale. Ce sont des manipulations très étranges et parfois presque impossibles à réaliser. Ajoutez à ça une musique redondante, un décor psychédélique, une ambiance creepy et toutes les autres mécaniques énoncées plus tôt et vous avez le gameplay du jeu.
Mais alors, comment se retrouver dans ce foutoir organisé? Eh bien, sachez une chose, tous les éléments, que ce soit dans les sons, dans les salles, dans les entités ou autres, ont une cohérence. Parfois subtile, parfois évidente, les énigmes sont réfléchies et nécessitent une réelle concentration pour pouvoir être démêlées. Les salles ont toute une histoire et racontent une période de la vie de notre Madotsuki. Il faut bien faire attention aux moindres détails pour pouvoir avancer dans le jeu. Maintenant que vous avez une idée plus précise du jeu et de son fonctionnement, nous allons parler des effets que le jeu nous oblige à récupérer si nous voulons finir celui-ci. Les effets sont cachés partout dans le Dream World, allant de la cachette anecdotique à la subtile jusqu'à l'invisible. Pour accéder à ceci, vous devrez résoudre un certain nombre d'énigmes plus ou moins complexes, traverser des salles plus ou moins cachées et comprendre leur fonctionnement. Je ne veux pas trop montrer d'exemples histoire de pas trop vous spoil le jeu. Les effets ont chacun une seule fonctionnalité, qui leur sont propres, et qui vous permettront d'accéder à d'autres salles et d'énigmes. Et parfois, certains effets sont plutôt marrants ou effrayants. Il faut pas oublier que c'est un jeu assez creepy. Les effets sont présents au nombre de 24, et vous devrez tous les récupérer, les déposer dans le Nexus pour débloquer la salle The End, qui, comme le nom l'indique, est la fin du jeu. Je vais maintenant vous parler des salles spéciales qui sont difficiles à croiser. Uboa's Trap. L'Uboa's Trap est une petite zone bouclée qui ne peut que être atteinte en interagissant avec Uboa, qui se trouve dans la maison de Poniko. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, l'arrière-plan contient une grande créature connue sous le nom de Bloody Touching Monster, défilant, tâtonnant les collines en crachant du sang. Vous traverserez une sorte de liquide blanc qui peut être traversé plus rapidement en utilisant les effets grenouille ou vélo. Juste en dessous de ce liquide près du pont se trouve Uboa lui-même, portant une expression plutôt étrange qui mélange tristesse et joie. Pour accéder à cette fameuse salle Uboa's Trap, vous devrez vous rendre dans la maison de Poniko et éteindre plusieurs fois la lumière de la pièce principale. En éteignant celle-ci, vous avez une chance sur 64 que Poniko se transforme en Uboa. Une fois la métamorphose achevée, interagissez avec lui. Le désert blanc, section B. Après avoir traversé les bois denses au moins 5 fois, vous trouverez un trou qui vous mènera à Rory Straw. Ici s'y trouve une créature dont l'apparence changera en fonction du temps que vous aurez passé sur la route. Si vous passez près de lui 10 fois au total, il aura un aspect rouge et un peu plus troublant. En utilisant un de ses membres, vous accéderez à un endroit entouré de montagnes avec d'étranges objets ressemblant à des antennes et une entrée ressemblant à la tête d'un homme. Vous pouvez entrer dans son oreille droite. En entrant dans l'oreille, vous serez dans une salle avec une voie unique. Au milieu de celle-ci se trouve un énorme monstre connu sous le nom de Brain Creature. Si vous continuez à marcher le long du chemin, vous sortirez de l'oreille gauche d'un Bouddha et rencontrerez un monstre géant appelé la chose à la mâchoire tremblante. Malheureusement, aucune issue par ici. The Stairway. L'entrée de l'escalier n'est pas toujours disponible. Cela nécessite pas mal de chance, mais passons. Pour accéder à cette salle, vous devrez poignarder un mur possédant une braguette. Vous pourrez ensuite entrer dans la salle voulue grâce au trou créé. Un monstre sous le nom de QQ se trouve ici à côté de l'escalier frottant la rampe. Oui, c'est assez bizarre. Une porte se trouve en haut de cet escalier et vous permettra d'accéder à l'événement Face. L'importance de cet événement fait l'objet de nombreuses spéculations et théories. Et en parlant de théories, nous allons maintenant aborder la tragique histoire sanglante de Madotsuki. Avant de retracer l'histoire de cette jeune fille, je préfère vous avertir. Nous allons traiter d'un sujet extrêmement sensible et profond, qui pourra choquer ou dégoûter certaines personnes. Cette partie sera également un gros spoil du jeu. Si vous avez l'intention d'y jouer, je vous invite à passer votre chemin. Au début du jeu, un détail a pu échapper à certains lors de l'introduction, mais dans le Real World, donc dans le monde réel, Madotsuki semble refuser catégoriquement de sortir dehors. Cet élément semble nous montrer que Madotsuki est une fille isolée du monde. Mais pourquoi? D'après mon expérience du jeu, j'ai pu remarquer des formes représentantes des formes phalliques, des semblants de sexe et des allégories du genre masculin. D'autres événements plus clairs sont aussi présents. Par exemple, pour accéder au Stairway, Madotsuki devrait ouvrir une forme représentant une braguette. Dans cette lugubre salle se trouve QQ, un monstre sourire pervers caressant sensuellement l'escalier et fixant avec intensité la petite fille. Autre détail, si Madotsuki se tient avec un couteau devant lui, celui-ci va intensifier ses caresses et son expression perverse. Ce détail semble nous dire que si la fille se défend, l'étrange créature va intensifier son crime jusqu'à la tuer. En haut de cette salle se trouve une porte, la porte de l'escalier, qui mène à un événement difficilement explicable. Cette porte semble avoir la même forme et la même texture que la porte du Real World, que Madotsuki refuse catégoriquement d'ouvrir. Il y a aussi ce couloir, sans fin, où se trouvent ces étranges créatures inatteignables, qui ressemblent à des vagins et qui semblent également fixer Madotsuki. Un autre événement encore plus marquant, le Torinengen Party, nous montre une scène où des créatures humanoïdes ressemblant à des enfants jouent et s'amusent, alors que Madotsuki reste enfermé dans le désert aride de la solitude.
Vous pourrez également trouver plusieurs allégories de la solitude. Par exemple, il est possible de croiser une autre Madotsuki en boule dans un coin, cachée en pleurant dans une armoire ou même transparente, signifiant son invisibilité auprès de la société. Avec tous ces éléments, nous pouvons deviner l'horrible histoire de Madotsuki. Une petite fille violée, humiliée et tourmentée par l'indécence humaine et le désir sexuel. Allant jusqu'à pervertir ses rêves les plus profonds, après cet acte de violence, Madotsuki s'isolera et deviendra folle, jusqu'à mettre fin à ses jours, dans la plus grande discrétion. Voilà, j'espère que cette vidéo a été plaisante à visionner, et je m'excuse pour l'ambiance sordide que je vous ai présentée à la fin. Je voulais simplement représenter au mieux ce que le jeu propose et l'histoire qu'il veut nous transmettre. Sachez qu'il n'y a pas de scénario fixé. En jouant au jeu, vous aurez sûrement votre propre interprétation. Pour les curieux, le jeu est disponible sur Steam gratuitement, mais je préfère vous prévenir, certaines salles peuvent contenir des flashs lumineux et des musiques saturées, ce qui peut éveiller un comportement épileptique chez certains d'entre vous. Donc soyez prudents. C'est tout pour moi, je vous laisse sur cette conclusion, à la prochaine!